Bonjour à tous, alors je ne suis pas dans la voiture, mais bon, ça ne m'empêche pas de faire une petite vidéo sur le sujet du moment. Donc j'ai appris que le Sénat s'interrogeait sur l'intervention des cabinets de conseil, là, comme McKinsey, euh, auquel Macron a fait appel pour gérer la crise. Et en fait, ce qui m'amuse, c'est que moi je peux en parler des cabinets de conseil et ma légitimité réside dans le fait que j'y ai passé 27 ans. Donc je ne vais pas donner de nom d'entreprise, voilà, je ne vais pas balancer, mais je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce genre de cabinet. Alors deux choses, moi j'ai été consultante, donc j'allais chez le client, je travaillais chez le client pendant plusieurs années ou sur des missions plus ou moins courtes, et j'ai été au staff, ce qu'on appelle le staff, c'est-à-dire que j'ai travaillé au sein de la direction. Et j'avais un poste de bid manager. Donc bid manager, c'est quelqu'un qui gère les appels d'offres, qui s'occupe de la rédaction avec des équipes techniques et des équipes commerciales. Et j'ai découvert pas mal de choses. Enfin bon, je m'interrogeais beaucoup sur ces cabinets à l'époque. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bon, bah, j'ai découvert des aspects plus ou moins tendancieux. Et je vais parler principalement du poste que j'ai occupé au staff. Alors, je vais faire un petit résumé sur le rôle de consultant. Lorsque vous êtes consultant, vous occupez un poste chez le client, ce qu'on appelle le donneur d'ordre. Et en général, vous êtes sur un projet plus ou moins long. Il sera souvent long parce qu'en fait, le travail qui s'y effectue, je vais être rigide, hein, n'a pas de sens. Vous n'apportez rien, vous n'apportez pas une valeur ajoutée, vous n'êtes pas dans une équipe qui n'a pas les compétences. Non, non, vous faites exactement le même travail qu'un collègue qui fait partie de l'entreprise donneur d'ordre. Donc, vous êtes intégré à une équipe, vous travaillez sur les mêmes projets, vous faites exactement la même chose que tout le monde. La différence, c'est que vous n'êtes pas salarié de l'entreprise cliente, vous êtes consultant. Et vous avez un salaire de base, hein, il ne faut pas s'emballer. On a des salaires de cadre, mais cadre de base. Et on est vendu quand même entre, on va dire, enfin tout dépend des postes occupés, entre 500 et 1500 euros la journée. Et parfois ça peut aller au-delà, tout dépend des compétences. Et voilà, c'est ce qui se passe d'ailleurs chez McKinsey. Après, ce qui est apparu, c'est la vente par catalogue. Donc on vend ce qu'on appelle des UO. Je me souviens plus très bien des termes exacts. Donc on ne vend plus quelqu'un, on vend un produit. C'est-à-dire à travers la personne qui est placée, on vend un catalogue d'activités. Ce qui permet de facturer plus souvent et de bien gonfler les prix aussi. Et lorsque j'ai intégré le staff, donc j'étais big manager, et je m'occupais des appels d'offres, j'ai découvert le CIR. Le CIR qui était le crédit impôt recherche. Et moi, je n'ai jamais travaillé sur des offres publiques. J'ai travaillé essentiellement dans le privé. Donc, on avait plusieurs clients pour lesquels on était positionné et je devais répondre à des appels d'offres. Et j'avais une collègue à moi qui était plus sur tout ce qui est offres publiques. Et effectivement, dans les offres publiques, le CIR était souvent mis en place pour financer la soi-disant embauche d'équipe et l'activité. Ce qui se passe, c'est que généralement, pour ne pas dire tout le temps, les entreprises répondent à des appels d'offres, moi je dirais fictives, hein, vraiment qui n'ont pas forcément de sens et qui n'ont même pas de vue dans le futur. Hein. On ne sait même pas où vont certains projets. Souvent, c'est des projets que moi j'appelle administratifs, c'est-à-dire demande de documentation, de procédure, de présentation. Enfin, il n'y a rien de concret dans le sens matériel. Et l'entreprise, enfin le cabinet de conseil, lui répond à un appel d'offres en faisant appel à l'État pour obtenir un crédit impôt recherche en promettant des embauches et une activité.
Le fait est que ça ne se produit jamais. Les entreprises de conseil, les cabinets de conseil empochent la mise. Je suis désolée, mais voilà, ça va être comme ça. Donc, nos impôts, faut que remettre l'église au milieu du village. Donc, ils prennent le crédit impôt recherche. Le projet, on n'en entend plus parler. Ils n'embauchent personne et c'est tout. Et moi, je sais que le dernier crédit impôt recherche dont j'ai eu la connaissance, ils avaient empoché 5 millions d'euros pour rien. Voilà, comme ça. C'est mieux que le loto, sincèrement. Donc, je trouvais que c'était très malhonnête, et d'autant plus que, bon, moi, ça me faisait réagir, parce que je disais, attends, mais c'est quand même nos impôts qui partent là-dedans, et personne n'en a connaissance. Et c'est vrai que même les salariés dans l'entreprise n'en ont pas connaissance, ils ne savent même pas ce que c'est en général. Et puis, voilà, ça n'interpelle personne. Et puis, la direction se garde bien d'en parler aussi. Je veux dire, quand on fait des réunions d'assemblée générale et compagnie, ou des réunions d'entreprise, ils n'en parlent pas. Voilà. Et McKinsey, qui est exactement le même cabinet que tous les cabinets de conseil, que ce soit Accenture, Price Waterhouse, enfin, il y en a, mais vraiment une profusion, ont compris, voilà, la manne était quand même de se positionner sur des projets publics ou privés, de vendre des prestations à des prix, mais alors exorbitants, et fournir très peu de travail en fait, parce que ce sont... pour moi c'est du vent, on vend du vent, c'est-à-dire on vend des présentations, on vend des tableaux Excel, on vend des calculs, on vend des procédures, des process industriels, voilà, c'est tout. Mais il n'y a jamais rien de concret dans ce genre d'entreprise. Donc beaucoup de cabinets de conseil ont poussé, ont fait leur apparition un peu partout. Et même les entreprises donneuses d'ordre se sont elles-mêmes transformées en cabinets de conseil. L'exemple, et là je peux me permettre de le dire, parce que l'exemple le plus frappant, ça a été Safran. Safran, qui était un industriel dans l'aéronautique notamment, qui avait une entreprise qui produisait du matériel, des moteurs, enfin bon bref, s'est retrouvé à faire du conseil. Mais oui, c'est plus intéressant parce que finalement, en termes d'investissement, c'est pas très conséquent. Voilà, quelques matières grises à droite et à gauche, et puis on facture un petit peu au pif, et on gagne énormément d'argent comme ça. Alors quand je dis on gagne, c'est l'entreprise qui gagne énormément d'argent, ce sont les gens qui sont au conseil d'administration, éventuellement les commerciaux qui eux se gavent de commissions, mais le salarié, voilà, il est au même titre que n'importe quel salarié dans une autre entreprise. Il est payé pareil, il n'a pas de prime, et en général il finit en dépression, parce qu'il n'y a pas d'évolution. Quand vous êtes consultant, il n'y a pas d'évolution, vous êtes sur un poste, et puis quand c'est fini, on vous met sur un autre poste, quand vous avez de la chance. Et si vous n'avez pas de chance, vous vous retrouvez en intercontrat, et cet intercontrat, c'est vraiment l'occasion de procéder à du harcèlement sur vous pour pouvoir vous virer, parce qu'on n'est pas encore aux États-Unis, on ne vire pas les gens comme ça. Mais voilà, c'est ce qui se passe dans les cabinets de conseil. Et d'ailleurs, dans les cabinets de conseil, il y a souvent des procès pour harcèlement. Parce qu'en fait, c'est la tendance aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on embauche un consultant, on va le positionner sur un projet gagné. Là aussi, il y a beaucoup de magouilles parce qu'on embauche les gens lorsque le projet est gagné. C'est-à-dire que souvent, ils font des entretiens avec des banques de CV alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucune activité, il n'y a aucun poste ouvert. Ils attendent que le projet soit gagné. Et une fois que le projet est gagné, là, ils positionnent des consultants. Mais lorsque le projet est fini, consultant, voilà, on le pousse vers la sortie. En général, ça se passe comme ça. Et c'est vrai que au départ, moi je me souviens dans les années 90, début 2000, souvent les projets étaient sur 3 ans. Donc le consultant était en sécurité, on dira, pendant 3 ans. Maintenant, ce sont des contrats de 3 mois. Enfin, le consultant se remet en question tous les 3 mois. Enfin, c'est de l'intérim déguisé. Bon, ça, c'est pas nouveau, je pense que beaucoup connaissent cette situation. Et pour en revenir à ces cabinets de conseil, l'État, corrompu, parce que de toute façon, il est corrompu par ces cabinets, sinon ces cabinets ne travailleraient pas pour l'État. Et vice-versa, et l'État ne ferait pas appel au cabinet.
D'ailleurs, il y a aussi du népotisme. Il y a des gens qui sont au gouvernement et qui ont leur fils ou leur neveu, voilà, bon, vous savez très bien de qui je parle, dans le cabinet qui conseille l'État. C'est comme ça. Et cette corruption est vraiment à tous les niveaux. Et les cabinets de conseil fonctionnent tous, sans exception, tous comme ça. Il n'y a pas d'exception, même si des consultants ou voilà, des moutons, comme d'habitude, vont croire en ce système en se disant non, mais dans ma boîte, ça se passe pas comme ça. Non, toutes les entreprises de conseil fonctionnent de la même manière. Rien de nouveau sur le sol. Moi, quand j'ai vu McKinsey au début du mandat de Macron, bon, j'avais compris, quoi. Enfin, et ce n'est pas la première fois. Il me semble que Sarkozy aussi avait fait appel des cabinets de conseil privés. Et puis bon, après c'est vrai qu'au gouvernement, surtout au Sénat, ce sont des personnes âgées qui sont un petit peu déconnectées de cette réalité. Donc ils découvrent, enfin je pense qu'ils découvrent, hein, on va leur donner un petit peu le bénéfice du doute, mais donc ils savent pas trop comment ça se passe et tout, mais les gens qui ont travaillé comme moi dans ce type d'entreprise, dans ce type de cabinet, savent très bien comment ça marche. Rien n'est surprenant. Avoir un cabinet qui va faire une procédure, par exemple, va la copier-coller et va juste changer le logo du client. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et même parfois, les cabinets concurrents font la même chose. Ils répondent à la même offre, avec les mêmes prestations. Ils ont juste changé le logo et les tarifs. Parce qu'il faut savoir aussi que souvent, c'est négocié. Je veux dire, le client a déjà négocié quel cabinet de conseil sera sélectionné. Donc même ça, c'est vite vu, ils savent très bien, ce sont de faux appels d'offres, on sait très bien qui va avoir le projet, on va donner tant de pourcents à un tel, tant de pourcents à un autre, et parfois, même dans les prestations, ils vont donner une partie des prestations à un cabinet, une autre partie des prestations à un autre cabinet, et parfois il peut y avoir 2 ou 3 cabinets sur la même prestation, sur le même contrat, le même projet. Et même à l'intérieur des cabinets de conseil, vous allez rire, ils créent eux-mêmes des filiales à l'intérieur du cabinet de conseil qui facturent à ce cabinet de conseil qui ensuite facture aux clients. Tout le monde se gave, mais vraiment se gave. Il y a des postes de direction qui font des salaires à 6 chiffres en ne faisant rien, en ne produisant rien, uniquement en plaçant des consultants qui s'ennuient en plus sur leur poste parce qu'ils passent leur temps à faire du copier-coller sur des présentations Excel ou des PowerPoint, c'est tout. Ou des gros dossiers de 300 pages bourrés de fautes d'orthographe ou mal traduits avec un anglais, mais alors vraiment lamentable. Tout le monde copie exactement la même chose et tout le monde le vend à un tarif plus ou moins identique. Voilà, c'est ça les cabinets de conseil. Alors après, moi c'est vrai que j'en avais déjà parlé et on m'a critiqué, on m'a dit pourquoi tu es resté autant d'années. Bah oui, mais enfin bon, fallait bien que je remplisse mon frigo, j'ai une famille. Hein. Donc c'est vrai que bon, voilà, j'ai fermé les yeux, mais bon, moi-même consultante et moi-même en travaillant au staff, j'étais en souffrance parce que ça ne faisait pas partie de mon état d'esprit et je n'étais pas du tout adaptée à ce système. C'est pour ça que je parlais la dernière fois du harcèlement, tout ça, parce que bon, ça m'a blessé même moi dans mon être. Mais mais vraiment en toute honnêteté, moi je vous dis, ces cabinets-là fonctionnent tous de la même manière. Et McKinsey, peut-être que la prochaine fois, dire, oui, on a revu nos conseils à la baisse, on va faire appel à Accenture. Puis les gens vont retomber dans le piège. Tous les cabinets fonctionnent comme ça. Tous. Donc voilà, bon, moi je vous ai fait part de mon expérience personnelle. Je pense que beaucoup l'ont connu aussi. Hein. Moi j'ai des amis autour de moi qui ont aussi changé d'orientation professionnelle pour ne plus travailler dans ce genre de cabinet. Mais sachez que l'État se fait spolier par ces cabinets de conseil qui corrompent de toute façon les gens qui sont au pouvoir, hein, qui ont leur commission ou même des enveloppes. Hein, sinon, ils ne feraient pas appel à ces cabinets-là. Et voilà, tout le monde se rince. Donc maintenant, le Sénat, bon, s'est réveillé. Bon, pour moi, tout est du cirque. Hein. Je ne sais même pas ce que ça va donner, ce genre d'enquête. Mais bon, de toute façon, tout est vicié à tous les niveaux.
tout est pourri. Moi je pense, comme dit Léo Dagan dans Kaamelott, il faut tout cramer pour repartir sur de bonnes bases, parce que là vraiment c'est lamentable, ce qui se passe est lamentable. Et ce n'est pas récent, ça fait, à ma connaissance, ça fait un peu plus de 30 ans que ça dure. Ça s'est amplifié dans les années 2000 et ce n'est pas pour s'arranger, parce que vraiment il y a de plus en plus d'entreprises de ce type qui apparaissent, notamment en France. Et c'est pour ça que la France se désindustrialise et on a de plus en plus d'entreprises du tertiaire qui n'apportent pas grand-chose en fait, et on s'en rend bien compte aujourd'hui. Donc réveillez-vous, vraiment réveillez-vous et réalisez que voilà, on n'est pas sorti de l'auberge et il va falloir vraiment taper à tous les niveaux. Il ne va pas falloir se plaindre que de l'augmentation des prix de l'essence, de l'alimentation, des énergies. D'ailleurs, on voit bien que ce qui se passe en Ukraine est instrumentalisé pour nous faire croire qu'ici on va subir une crise à cause de ce qui se passe en Ukraine, ce qui est complètement faux. Tout a été orchestré pour en arriver à ce stade et ce n'est pas fini. Et moi je vous ai déjà dit, hein, le pire est à venir. J'ai envie d'être optimiste, hein, vraiment, mais voilà, tant que les gens ne tourneront pas le dos à ce système, ne se réveilleront pas et n'auront pas envie aussi de prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire que maintenant il faut arrêter de se cacher derrière son petit confort et se dire moi ça va, tout va bien. Moi aussi tout va bien, je vous le dis franchement, hein, je n'ai aucun souci, hein. Mais je pense à l'avenir, déjà de mon enfant, de mon fils. Je pense à l'avenir des enfants de ma famille. Je pense à l'avenir même de la société en général. C'est pas le monde que j'ai envie de laisser. Je veux dire, moi je suis pas Jacques Attali qui ose dire en interview je n'aimerais pas que le monde soit mieux après moi. Enfin, il faut le dire, hein, vraiment retrouver cette interview. Il dit textuellement je ne voudrais pas que le monde soit meilleur après moi. Voilà, on est dirigé par des types comme ça, qui n'ont pas envie de laisser un monde dans un bon état pour les générations futures. Et c'est vraiment très triste d'en arriver là, et c'est vraiment très triste de voir que des gens ne réalisent pas ça. Il y a des gens qui nous veulent du mal, vraiment. On n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde de bienveillance. Il y a des gens qui nous veulent du mal, qui pensent qu'on est trop nombreux, qui pensent que nous sommes des inutiles, qui pensent qu'on consomme trop de ressources, alors que ce sont les premiers à prendre des jets privés pour faire 50 bornes. On en est là quand même. Et je sais pas moi, même les gens qui ont réussi dans la vie, hein, je vous parle à vous aussi, hein, parce que on a toujours tendance à penser que lorsqu'on a une situation confortable, rien ne pourra nous arriver. Mais il ne faut pas limiter sa vie à l'avoir, à la possession. Essayez de trouver du sens à votre vie. C'est pour ça que beaucoup sont malheureux au travail, parce qu'ils n'ont pas trouvé de sens à ce qu'ils font. La vie, c'est être heureux et profiter du quotidien, profiter des gens qu'on a autour de soi, profiter des oiseaux qui chantent, du beau temps, du vent. Enfin, c'est ça la vie, c'est pas accumuler de la richesse. Parce qu'accumuler de la richesse, ça n'apporte absolument rien, à part de la richesse, mais et alors ? La plupart des gens qui ont énormément d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent, je ne parle pas des bourgeois, sont décadents, ont des vies décadentes, ils se droguent, ils s'alcoolisent, ils n'ont aucun sens. Réalisez vraiment tout ça, mais vraiment, je vous en conjure, je vous le demande, quoi, vraiment, de réaliser ça. Ne restez pas dans votre petite bulle. Il ne faut pas grand-chose pour faire exploser cette bulle, vraiment. Essayez de protéger aussi l'être qui est en vous, mais aussi les êtres que vous avez autour de vous. C'est ça qui est essentiel. C'est pas en protégeant votre compte en banque ou votre bagnole, enfin on s'en fiche de tout ça, vraiment. Donc bon, c'est vrai que je suis partie un petit peu un peu trop loin, mais voilà, je voulais vraiment vous faire part de mon expérience et réaliser ce qui se passe, vraiment réaliser ce qui se passe, et il va falloir prendre les choses en main. Et comme dirait Lucien Cerise, que j'ai rencontré, que j'apprécie beaucoup,
Il dit toujours, ils ont les millions, mais nous sommes des millions. Donc voilà, on va rester sur ces belles paroles et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée et bye bye, à plus.